L'étranger, Albert Camus. Première partie. En me réveillant, j'ai compris pourquoi mon patron avait l'air mécontent quand je lui ai demandé mes 2 jours de congé. C'est aujourd'hui samedi. Je l'avais pour ainsi dire oublié, mais en me levant, cette idée m'est venue. Mon patron, tout naturellement, a pensé que j'aurais ainsi 4 jours de vacances avec mon dimanche, et cela ne pouvait pas lui faire plaisir. Mais d'une part, ce n'est pas de ma faute si on a enterré maman hier au lieu d'aujourd'hui, et d'autre part, j'aurais eu mon samedi et mon dimanche de toute façon. Bien entendu, cela ne m'empêche pas de comprendre tout de même mon patron. J'ai eu de la peine à me lever, parce que j'étais fatiguée de ma journée d'hier. Pendant que je me rasais, je me suis demandé ce que j'allais faire, et j'ai décidé d'aller me baigner. J'ai pris le tram pour aller à l'établissement de bains du port. Là, j'ai plongé dans la passée. Il y avait beaucoup de jeunes gens. J'ai retrouvé dans l'eau Marie Cardona, une ancienne dactylo de mon bureau dont j'avais eu envie à l'époque. Elle aussi, je crois. Mais elle est partie peu après et nous n'avons pas eu le temps. Je l'ai aidée à monter sur une bouée et, dans ce mouvement, j'ai effleuré ses seins. J'étais encore dans l'eau quand elle était déjà à plat ventre sur la bouée. Elle s'est retournée vers moi. Elle avait les cheveux dans les yeux et elle riait. Je me suis hissée à côté d'elle sur la bouée. Il faisait bon et, comme en plaisantant, j'ai laissé aller ma tête en arrière et je l'ai posée sur son ventre. Elle n'a rien dit et je suis restée ainsi. J'avais tout le ciel dans les yeux et il était bleu et doré. Sous ma nuque, je sentais le ventre de Marie battre doucement. Nous sommes restés longtemps sur la bouée, à moitié endormis. Quand le soleil est devenu trop fort, elle a plongé et je l'ai suivie. Je l'ai rattrapée, j'ai passé ma main autour de sa taille et nous avons nagé ensemble. Elle riait toujours. Sur le quai, pendant que nous séchions, elle m'a dit « Je suis plus brune que vous ». Je lui ai demandé si elle voulait venir au cinéma, le soir. Elle a encore ri et m'a dit qu'elle avait envie de voir un film avec Fernandel. Quand nous nous sommes rhabillés, elle a eu l'air très surprise de me voir avec une cravate noire et elle m'a demandé si j'étais en deuil. Je lui ai dit que maman était morte. Comme elle voulait savoir depuis quand, j'ai répondu depuis hier. Elle a eu un petit recul, mais n'a fait aucune remarque. J'ai eu envie de lui dire que ce n'était pas de ma faute, mais je me suis arrêtée parce que j'ai pensé que je l'avais déjà dit à mon patron. Cela ne signifiait rien. De toute façon, on est toujours un peu fautif. Le soir, Marie avait tout oublié. Le film était drôle par moments et puis vraiment trop bête. Elle avait sa jambe contre la mienne. Je lui caressais les seins. Vers la fin de la séance, je l'ai embrassée, mais mal. En sortant, elle est venue chez moi. Quand je me suis réveillée, Marie était partie. Elle m'avait expliqué qu'elle devait aller chez sa tante. J'ai pensé que c'était dimanche et cela m'a ennuyée. Je n'aime pas le dimanche. Alors, je me suis retournée dans mon lit, j'ai cherché dans le traversin l'odeur de celle que les cheveux de Marie y avaient laissée, et j'ai dormi jusqu'à 10 heures. J'ai fumé ensuite des cigarettes, toujours couchée, jusqu'à midi. Je ne voulais pas déjeuner chez Céleste comme d'habitude, parce que, certainement, il m'aurait posé des questions et je n'aime pas cela. Je me suis fait cuire des œufs et je les ai mangés à même le plat, sans pain, parce que je n'en avais plus et que je ne voulais pas descendre pour en acheter. Après le déjeuner, je me suis ennuyée un peu et j'ai erré dans l'appartement. Il était commode quand maman était là. Maintenant, il est trop grand pour moi et j'ai dû transporter dans ma chambre la table de la salle à manger. Je ne vis plus que dans cette pièce, entre les chaises de paille un peu creusées, l'armoire dont la glace est jaunie, la table de toilette et le lit de cuivre. Le reste est à l'abandon. Un peu plus tard, pour faire quelque chose, j'ai pris un vieux journal et je l'ai lu. J'y ai découpé une réclame d'Essel Cruchen et je l'ai collée dans un vieux cahier où je mets les choses qui m'amusent dans les journaux. Je me suis aussi lavé les mains et, pour finir, je me suis mis au balcon. Ma chambre donne sur la rue principale du faubourg. L'après-midi était beau. Cependant, le pavé était gras, les gens rares et pressés encore. C'était d'abord des familles allant en promenade, 2 petits garçons en costume marin,
la culotte au-dessous du genou, un peu empêtrée dans leurs vêtements raides, et une petite fille avec un gros nœud rose et des souliers noirs vers nous. Derrière eux, une mère énorme en robe de soie marron, et le père, un petit homme assez frêle que je connais de vue. Il avait un canotier, un nœud papillon et une canne à la main. En le voyant avec sa femme, j'ai compris pourquoi dans le quartier on disait de lui qu'il était distingué. Un peu plus tard passèrent les jeunes gens du faubourg, cheveux laqués et cravate rouge. Le veston très cintré avec une pochette brodée et des souliers à bout carré. J'ai pensé qu'ils allaient au cinéma du centre. C'était pourquoi ils partaient si tôt et se dépêchaient vers le tram en riant très fort. Après eux, la rue peu à peu est devenue déserte. Les spectacles étaient partout commencés, je crois. Il n'y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. Le ciel était pur, mais sans éclat au-dessus des ficus qui bordent la route. Sur le trottoir d'en face, le marchand de tabac a sorti une chaise, l'a installée devant sa porte et l'a enfourchée en s'appuyant des deux bras sur le dossier. Les trams tout à l'heure bondés étaient presque vides. Dans le petit café chez Pierrot, à côté du marchand de tabac, le garçon balayait de la sueur dans la salle déserte. C'était vraiment dimanche. J'ai retourné ma chaise et je l'ai placée comme celle du marchand de tabac, parce que j'ai trouvé que c'était plus commode. J'ai fumé 2 cigarettes, je suis rentrée pour prendre un morceau de chocolat, et je suis revenue le manger à la fenêtre. Peu après, le ciel s'est assombri et j'ai cru que nous allions avoir un orage d'été. Il s'est découvert peu à peu, cependant. Mais le passage des nuées avait laissé sur la rue comme une promesse de pluie qui l'a rendue plus sombre. Je suis restée longtemps à regarder le ciel. À 5 heures, des tramways sont arrivés dans le bruit. Ils ramenaient du stade de banlieue des grappes de spectateurs perchés sur les marchepieds et les rambardes. Les tramways suivants ont ramené les joueurs que j'ai reconnus à leurs petites valises. Ils hurlaient et chantaient à plein poumon que leur club ne périrait pas. Plusieurs m'ont fait des signes. L'un m'a même crié « On les a eus !» Et j'ai fait « Oui » en secouant la tête. À partir de ce moment, les autos ont commencé à affluer. La journée a tourné encore un peu. Au-dessus des toits, le ciel est devenu rougeâtre et, avec le soir naissant, les rues sont animées. Les promeneurs revenaient peu à peu. J'ai reconnu le monsieur distingué au milieu d'autres. Les enfants pleuraient ou se laissaient traîner. Presque aussitôt, les cinémas du quartier ont déversé dans la rue un flot de spectateurs. Parmi eux, les jeunes gens avaient des gestes plus décidés que d'habitude, et j'ai pensé qu'ils avaient vu un film d'aventure. Ceux qui revenaient des cinémas de la ville arrivèrent un peu plus tard. Ils semblaient plus graves. Ils riaient encore, mais de temps en temps ils paraissaient fatigués et songeurs. Ils sont restés dans la rue, allant et venant sur le trottoir d'en face. Les jeunes filles du quartier en cheveux se tenaient par le bras. Les jeunes gens étaient arrangés pour les croiser, ils lançaient des plaisanteries, dont elles riaient en détournant la tête. Plusieurs d'entre elles, que je connaissais, m'ont fait des signes. Les lampes de la rue se sont alors allumées brusquement, et elles ont fait pâlir les premières étoiles qui montaient dans la nuit. J'ai senti mes yeux se fatiguer à regarder ainsi les trottoirs avec leur chargement d'hommes et de lumière. Les lampes faisaient luire le pavé mouillé, et les tramways, à intervalles réguliers, mettaient leurs reflets sur de cheveux brillants, un sourire ou un bracelet d'argent. Peu après, avec les tramways plus rares et la nuit déjà noire au-dessus des arbres et des lampes, le quartier s'est vidé insensiblement, jusqu'à ce que le premier chat traverse lentement la rue de nouveau déserte. J'ai pensé alors qu'il fallait dîner. J'avais un peu mal au cou d'être resté longtemps appuyé sur le dos de ma chaise. Je suis descendue acheter du pain et des pâtes. J'ai fait ma cuisine et j'ai mangé debout. J'ai voulu fumer une cigarette à la fenêtre, mais l'air avait fraîchi et j'ai eu un peu froid. J'ai fermé mes fenêtres et en revenant, j'ai vu dans la glace un bout de table où ma lampe à alcool voisinait avec des morceaux de pain. J'ai pensé que c'était toujours un dimanche de tirée, que maman était maintenant enterrée, que j'allais reprendre mon travail et que, somme toute, il n'y avait rien de changé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé au bureau. Le patron a été aimable. Il m'a même demandé si je n'étais pas trop fatiguée et il a voulu savoir aussi l'âge de maman. J'ai dit une 60aine d'années.
pour ne pas me tromper. Et je ne sais pas pourquoi il a eu l'air d'être soulagé et de considérer que c'était une affaire terminée. Il y avait un tas de connaissements qui s'amoncelaient sur ma table, et il a fallu que je les dépouille tous. Avant de quitter le bureau pour aller déjeuner, je me suis lavé les mains. À midi, j'aime bien ce moment. Le soir, j'y trouve moins de plaisir parce que la serviette roulante qu'on utilise est tout à fait humide. Elle a servi toute la journée. J'en ai fait la remarque un jour à mon patron. Il m'a répondu qu'il trouvait cela regrettable, mais que c'était tout de même un détail sans importance. Je suis sortie un peu tard, à 12h30, avec Emmanuel qui travaille à l'expédition. Le bureau donne sur la mer, et nous avons perdu un moment à regarder les cargos dans le port brûlant de soleil. À ce moment, un camion est arrivé dans un fracas de chaînes et d'explosions. Emmanuel m'a demandé si on y allait. Et je me suis mis à courir. Le camion nous a dépassés et nous nous sommes lancés à sa poursuite. J'étais noyée dans le bruit et la poussière. Je ne voyais plus rien et ne sentais que cet élan désordonné de la course, au milieu des treuils et des machines, des mâts qui dansaient sur l'horizon et des coques que nous longions. J'ai pris appui le premier et j'ai sauté au vol. Puis j'ai aidé Emmanuel à s'asseoir. Nous étions hors de souffle. Le camion sautait sur les pavés inégaux du quai, au milieu de la poussière et du soleil. Emmanuel riait à perdre haleine. Nous sommes arrivés en nage chez Céleste. Il était toujours là avec son gros ventre, son tablier et ses moustaches blanches. Il m'a demandé si ça allait quand même. Je lui ai dit que oui et que j'avais faim. J'ai mangé très vite et j'ai pris du café. Puis je suis rentrée chez moi. J'ai dormi un peu parce que j'avais trop bu de vin et en me réveillant, j'ai eu envie de fumer. Il était tard et j'ai couru pour attraper un tram. J'ai travaillé tout l'après-midi. Il faisait très chaud dans le bureau et le soir, en sortant, j'ai été heureux de revenir en marchant lentement le long des quais. Le ciel était vert. Je me sentais content. Tout de même, je suis rentrée directement chez moi parce que je voulais me préparer des pommes de terre bouillies. En montant dans l'escalier noir, j'ai heurté le vieux Salamano, mon voisin de palier. Il était avec son chien. Il y a 8 ans qu'on les voit ensemble. L'épagnol a une maladie de peau, le rouge, je crois, qui lui fait perdre presque tous ses poils et qui le couvre de plaques et de croûtes brunes. À force de vivre avec lui, seuls tous les deux dans une petite chambre, le vieux Salamano a fini par lui ressembler. Il a des croûtes rougeâtres sur le visage et le poil jaune et rare. Le chien, lui, a pris de son patron une sorte d'allure voûtée, le museau en avant et le cou tendu. Ils ont l'air de la même race, et pourtant ils se détestent. 2 fois par jour, à 11h et à 6h, le vieux mène son chien promener. Depuis 8 ans, ils n'ont pas changé leur itinéraire. On peut les voir le long de la rue de Lyon, le chien tirant l'homme jusqu'à ce que le vieux Salamano bute. Il bat son chien alors et il l'insulte. Le chien rampe de frayeur et se laisse traîner. À ce moment, c'est au vieux de le tirer. Quand le chien a oublié, il entraîne de nouveau son maître et il est de nouveau battu et insulté. Alors, ils restent tous les deux sur le trottoir et ils se regardent. Le chien avec terreur, l'homme avec haine. C'est ainsi tous les jours. Quand le chien veut uriner, le vieux ne lui en laisse pas le temps et il le tire. L'épagnol se met derrière lui une traînée de petites gouttes. Si par hasard le chien fait dans la chambre, alors il est encore bâché. Il y a 8 ans que cela dure. Céleste dit toujours que c'est malheureux, mais au fond, personne ne peut savoir. Quand je l'ai rencontré dans l'escalier, Salamano était en train d'insulter son chien. Il lui disait « Salaud, charogne !» et le chien gémissait. J'ai dit « Bonsoir », mais le vieux insultait toujours. Alors je lui ai demandé ce que le chien lui avait fait. Il ne m'a pas répondu. Il disait seulement « Salaud, charogne !» Je le devinais, penché sur son chien, en train d'arranger quelque chose sur le collier. J'ai parlé plus fort. Alors sans se retourner, il m'a répondu avec une sorte de rage rentrée. Il est toujours là. Puis il est parti en tirant la bête qui se laissait traîner sur ses 4 pattes et gémissait. Juste à ce moment est entré mon deuxième voisin de palier. Dans le quartier, on dit qu'il vise des femmes. Quand on lui demande son métier, pourtant, il est magasinier. En général, il n'est guère aimé. Mais il me parle souvent, et quelquefois il passe un moment chez moi parce que je l'écoute. Je trouve que ce qu'il dit est intéressant.
D'ailleurs, je n'ai aucune raison de ne pas lui parler. Il s'appelle Raymond Sintès, il est assez petit, avec de larges épaules et un nez de boxeur. Il est toujours habillé très correctement. Lui aussi m'a dit, en parlant de Salamano, si c'est pas malheureux. Il m'a demandé si ça ne me dégoûtait pas et j'ai répondu que non. Nous sommes montés et j'allais le quitter quand il m'a dit j'ai chez moi du boudin et du vin. Si vous voulez manger un morceau avec moi. J'ai pensé que cela m'éviterait de faire ma cuisine et j'ai accepté. Lui aussi n'a qu'une chambre, avec une cuisine sans fenêtre. Au-dessus de son lit, il a un ange en stuc blanc et rose. Des photos de champions et 2 ou 3 clichés de femmes nues. La chambre était sale et le lit défait. Il a d'abord allumé sa lampe à pétrole, puis il a sorti un pansement assez douteux de sa poche et a enveloppé sa main droite. Je lui ai demandé ce qu'il avait. Il m'a dit qu'il avait eu une bagarre avec un type qui lui cherchait des histoires. Vous comprenez, monsieur Meursault, m'a-t-il dit. C'est pas que je suis méchant, mais je suis vif. L'autre, il m'a dit descends du tram, si t'es un homme. Je lui ai dit allez, reste tranquille. Il m'a dit que je n'étais pas un homme. Alors je suis descendue et je lui ai dit assez, ça vaut mieux, ou je vais te mûrir. Il m'a répondu de quoi? Alors je lui en ai donné un. Il est tombé. Moi, j'allais le relever. Mais il m'a donné des coups de pied de par terre. Alors je lui ai donné un coup de genou et 2 taquets. Il avait la figure en sang. Je lui ai demandé s'il avait son compte. Il m'a dit oui. Pendant tout ce temps, Synthèse a rangé son pansement. J'étais assis sur le lit. Il m'a dit vous voyez que je ne l'ai pas cherché. C'est lui qui m'a manqué. C'était vrai, je l'ai reconnu. Alors il m'a déclaré que, justement, il voulait me demander un conseil au sujet de cette affaire. Que moi, j'étais un homme, je connaissais la vie, que je pouvais l'aider et qu'ensuite il serait mon copain. Je n'ai rien dit et il m'a demandé encore si je voulais être son copain. J'ai dit que ça m'était égal. Il a eu l'air content. Il a sorti des boudins, il l'a fait cuire à la poêle et il a installé des verres, des assiettes, des couverts et 2 bouteilles de vin. Tout cela en silence. Puis nous nous sommes installés. En mangeant, il a commencé à me raconter son histoire. Il hésitait d'abord un peu. J'ai connu une dame. C'était pour autant dire ma maîtresse. L'homme avec qui il s'était battu était le frère de cette femme. Il m'a dit qu'il l'avait entretenue. Je n'ai rien répondu, et pourtant il a ajouté tout de suite qu'il savait ce qu'on disait dans le quartier, mais qu'il avait sa confiance pour lui et qu'il était magasinier. Pour en venir à mon histoire, m'a-t-il dit, je me suis aperçu qu'il y avait de la tromperie. Il lui donnait juste de quoi vivre. Il payait lui-même le loyer de sa chambre et il lui donnait 20 francs par jour pour la nourriture. 300 francs de chambre, 600 francs de nourriture, une paire de bas de temps en temps, ça faisait 1000 francs. Et madame ne travaillait pas. Mais elle me disait que c'était juste, qu'elle n'arrivait pas avec ce que je lui donnais. Pourtant, je lui disais pourquoi tu travailles pas une demi-journée? Tu me soulagerais bien pour toutes ces petites choses. Je t'ai acheté un ensemble ce mois-ci. Je te paye 20 francs par jour. Je te paye le loyer. Et toi, tu prends le café l'après-midi avec tes amis. Tu leur donnes le café et le sucre. Moi, je te donne l'argent. J'ai bien agi avec toi et je me le rends mal. Mais elle ne travaillait pas. Elle disait toujours qu'elle n'arrivait pas. Et c'est comme ça que je me suis aperçue qu'il y avait de la tromperie. Il m'a alors raconté qu'il avait trouvé un billet de loterie dans son sac et qu'elle n'avait pas pu lui expliquer comment elle l'avait acheté. Un peu plus tard, il avait trouvé chez elle une indication du mont-de-piété qui prouvait qu'elle avait engagé 2 bracelets. Jusque-là, il ignorait l'existence de ces bracelets. J'ai bien vu qu'il y avait de la tromperie. Alors, je l'ai quitté. Mais d'abord, je l'ai tapé. Et puis je lui ai dit ses vérités. Je lui ai dit que tout ce qu'elle voulait, c'était s'amuser avec sa chose. Comme je lui ai dit, vous comprenez, monsieur Morceau? Tu ne vois pas que le monde il est jaloux du bonheur que je te donne. Tu connaîtras plus tard le bonheur que tu avais. Il l'avait battue jusqu'au sang. Auparavant, il ne la battait pas. Je la tapais, mais tendrement pour ainsi dire. Elle criait un peu. Je fermais les volets et ça finissait comme toujours. Mais maintenant c'est sérieux. Et pour moi, je ne l'ai pas assez puni. Il m'a expliqué alors que c'était pour cela qu'il avait besoin d'un conseil. Il s'est arrêté pour régler la mèche de la lampe qui charbonnait. Moi, je l'écoutais toujours. J'avais bu près d'1 litre de vin et j'avais très chaud aux tempes. Je fumais les cigarettes de Raymond parce qu'il ne m'en restait plus. Les derniers trams passaient et emportaient avec eux les bruits maintenant lointains du faubourg. Raymond a continué. Ce qui l'ennuyait, c'est qu'il avait encore un sentiment pour son coït. Mais il voulait la punir. Il avait d'abord pensé à l'emmener dans un hôtel et à appeler les mœurs pour causer un scandale et la faire mettre en carte.
Ensuite, il s'était adressé à des amis qu'il avait dans le milieu. Il n'avait rien trouvé. Et comme me le faisait remarquer Raymond, c'était bien la peine d'être du milieu. Il le leur avait dit, et ils avaient alors proposé de la marquer. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Il allait réfléchir. Auparavant, il voulait me demander quelque chose. D'ailleurs, avant de me le demander, il voulait savoir ce que je pensais de cette histoire. J'ai répondu que je n'en pensais rien, mais que c'était intéressant. Il m'a demandé si je pensais qu'il y avait de la tromperie, et moi, il me semblait bien qu'il y avait de la tromperie. Si je trouvais qu'on devait la punir et ce que je ferais à sa place. Je lui ai dit qu'on ne pouvait jamais savoir, mais je comprenais qu'il veuille la punir. J'ai encore bu un peu de vin. Il a allumé une cigarette et il m'a découvert son idée. Il voulait lui écrire une lettre avec des coups de pied et en même temps des choses pour la faire regretter. Après, quand il reviendrait, il coucherait avec elle et, juste au moment de finir, il lui cracherait à la figure et il la mettrait dehors. J'ai trouvé qu'en effet, de cette façon, elle serait punie. Mais Raymond m'a dit qu'il ne se sentait pas capable de faire la lettre qu'il fallait et qu'il avait pensé à moi pour la rédiger. Comme je ne disais rien, il m'a demandé si cela m'ennuierait de le faire tout de suite, et j'ai répondu que non. Il s'est alors levé après avoir bu un verre de vin. Il a repoussé les assiettes et le peu de boudin froid que nous avions laissé. Il a soigneusement essuyé la toile cirée de la table. Il a pris dans un tiroir de sa table de nuit une feuille de papier quadrillé, une enveloppe jaune, un petit porte-plume de bois rouge et un encrier carré d'encre violette. Quand il m'a dit le nom de la femme, j'ai vu que c'était une Mauresque. J'ai fait la lettre. Je l'ai écrite un peu au hasard, mais je me suis appliquée à contenter Raymond parce que je n'avais pas de raison de ne pas le contenter. Puis j'ai lu la lettre à voix haute. Il m'a écoutée en fumant et en hochant la tête. Puis il m'a demandé de la relire. Il a été tout à fait content. Il m'a dit « Je savais bien que tu connaissais la vie. » Je ne me suis pas aperçue d'abord qu'il me tutoyait. C'est seulement quand il m'a déclaré « Maintenant tu es un vrai copain » que cela m'a frappée. Il a répété sa phrase et j'ai dit « Oui ». Cela m'était égal d'être son copain, et il avait vraiment l'air d'en avoir envie. Il a cacheté la lettre et nous avons fini le vin. Puis nous sommes restés un moment à fumer sans rien dire. Au dehors, tout était calme. Nous avons entendu le glissement d'une auto qui passait. J'ai dit « Il est tard ». Raymond le pensait aussi. Il a remarqué que le temps passait vite, et, dans un sens, c'était vrai. J'avais sommeil, mais j'avais de la peine à me lever. J'ai dû avoir l'air fatigué parce que Raymond m'a dit qu'il ne fallait pas se laisser aller. D'abord, je n'ai pas compris. Il m'a expliqué alors qu'il avait appris la mort de maman, mais que c'était une chose qui devait arriver un jour ou l'autre. C'était aussi mon avis. Je me suis levée. Raymond m'a serré la main très fort et m'a dit qu'entre hommes, on se comprenait toujours. En sortant de chez lui, j'ai refermé la porte et je suis restée un moment dans le noir, sur le palier. La maison était calme, et des profondeurs de la cage d'escalier montait un souffle obscur et humide. Je n'entendais que les coups de mon sang qui bourdonnaient à mes oreilles. Je suis restée immobile. Mais dans la chambre du vieux Salamano, le chien gémit sourdement.